Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mme Marie-Ève Boisvert et de Mme Andrea Lavigne. Docteur en éducation, Mme Boisvert a débuté sa carrière comme enseignante en adaptation scolaire au secondaire auprès des jeunes autistes ayant une déficience intellectuelle ou présentant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage, et également comme orthopédagogue en clinique privée. Aujourd'hui, elle est professeure agrégée au département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. De son côté, la docteure en éducation, Mme Lavigne, a débuté sa carrière comme intervenante communautaire auprès des jeunes en situation de handicap et de leurs familles. Elle a poursuivi comme enseignante en adaptation scolaire au préscolaire primaire auprès d'élèves autistes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes en communication. Aujourd'hui, elle est professeure adjointe au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Bonjour Marie-Ève, bonjour Andrea, Bonjour. Vous allez bien? Oui. Génial. Vous? Oui, merci beaucoup. Merci de prendre le temps de communiquer avec nous aujourd'hui, de partager plusieurs de vos connaissances. Donc, l'objectif de cet épisode de balado est de présenter les enjeux soulevés dans la recherche pour déterminer le type de classe, donc ordinaire ou spéciale, qui devrait être priorisé au secondaire pour les élèves autistes. Je propose qu'on commence par démystifier pourquoi est-ce qu'on parle de type de classe en lien avec la réponse aux besoins des élèves autistes. Alors, je vais répondre. Au Québec, depuis la production du rapport COPEX, on a ce qu'on appelle le système en cascade. C'est-à-dire que tout élève commence, si on veut, au premier niveau, qui est la classe ordinaire. Puis selon les besoins pour l'élève, on va ajouter du soutien. Ça commence d'abord par du soutien en classe ordinaire donné à la personne enseignante. Okay. Ensuite, du soutien donné à l'élève, donc si on arrive au niveau 3. Puis ensuite, arrive la possibilité d'avoir accès pour l'élève à une classe ressource. Et ensuite, si on continue de dégringoler, si on veut, dans la cascade, on arrive à l'éducation en classe spécialisée. Fait que soit en école ordinaire, soit en école spécialisée. Donc, il y a une panoplie de types de soutien offerts, pas seulement dans le lieu, mais aussi pour l'élève à l'enseignant en classe ressource. Alors, c'est beaucoup plus complexe que de dire soit classe ordinaire, soit classe spécialisée. J'ai une question pour vous, Marie-Ève. Qui sont ces élèves autistes? Puis aussi, en fait, on les retrouve dans quel type de classe actuellement au Québec? En fait, les élèves autistes, ils vont avoir en commun différentes caractéristiques qui permettent de poser un diagnostic. Donc, ils vont avoir des particularités sur le plan des interactions sociales et de la communication. Puis, ils vont aussi avoir des particularités sur le plan des comportements puis des intérêts particuliers qui vont être importants pour eux. Par contre, toutes ces caractéristiques-là se manifestent de manière différente chez les élèves. Puis, on va avoir des profils très hétérogènes. Donc, on a une très grande diversité d'élèves autistes qu'on va retrouver dans nos classes. Certains vont avoir une déficience intellectuelle, d'autres non. Certains vont avoir un super bon vocabulaire, alors que d'autres vont s'exprimer avec un langage non-verbal. En lecture, en écriture, certains vont avoir des très grandes forces ou d'autres des très grandes difficultés. Donc, c'est très, très, très diversifié le profil des élèves qu'on va retrouver. Donc, il faut prendre ça en considération. Les élèves autistes dans nos classes au Québec ont souvent le code 50 si on leur attribue un code, qui est le code TED, donc TED parce que c'était l'ancienne appellation dans le DSM-4, mais maintenant, on va quand même les appeler des élèves autistes. Ils représentent un petit peu moins que 3% des élèves dans les écoles publiques au secondaire en 2024-2025, là, selon les données qu'on avait. Environ au primaire, on a une séparation à peu près égale. La moitié des élèves de ces élèves-là se retrouvent en classe spécialisée, puis l'autre moitié se retrouve en classe ordinaire. Par contre, au secondaire, on voit une augmentation de la proportion des élèves qui se retrouvent dans les milieux spécialisés plutôt qu'en classe ordinaire. Donc, on se retrouve avec plus entre 60 et 65% d'élèves qui sont sortis de la classe ordinaire rendus au secondaire. Est-ce qu'on connaît des avantages ou des inconvénients à la classe ordinaire ou à la classe spéciale, particulièrement pour les élèves autistes? Oui, avant de parler des avantages, des inconvénients, il faut commencer par comprendre c'est quoi une classe ordinaire, une classe spéciale. Ouais. Donc, souvent, qui enseigne, qui retrouve-t-on dans la classe? Alors, au secondaire, les enseignants sont formés par discipline, par matière scolaire. Un enseignant en univers social, un enseignant en mathématiques. Et donc, l'entrée est par les disciplines, les matières scolaires. Tandis que les enseignants en adaptation scolaire, qui sont dans les classes spécialisées, sont formés en adaptation scolaire. Donc,
leur mandat, c'est de répondre à la diversité des besoins d'élèves qui ont des besoins particuliers. Mais ils ont une expertise surtout plus en mathématiques et en français, OK. particulièrement au primaire, et ça va jusqu'au premier cycle du secondaire. Donc, il va y avoir déjà une différence là, par rapport à la spécialisation au niveau des matières scolaires pour les enseignants. Ensuite, évidemment, en classe spécialisée, il y a un petit peu un ratio enseignant-élève, réduit. Ce qui fait qu'on peut penser que les élèves vont bénéficier d'un peu plus d'encadrement et de soutien. À quoi ça ressemble, le ratio? C'est un 1 pour 8, 10? Ça dépend vraiment des besoins des élèves, mais ça peut aller, par exemple, jusqu'à 12, jusqu'à 16. OK. Mais on est loin du 28, par exemple, en classe Oui. ordinaire quand même. Parfait. Donc, ça dépend vraiment. Puis, il y a même des milieux où c'est 4-5 élèves. Donc, OK. c'est très, très variable Parfait. quand on va vers les écoles spécialisées aussi, puis tout ça. Donc, faut penser aussi actuellement qu'on vit une grande période de roulement du personnel. Donc, ça vient jouer aussi dans la stabilité des équipes, autant dans la classe ordinaire que dans la classe spéciale. Puis la plupart des recherches faites auprès des élèves autistes nous permettent de savoir que les élèves qui sont en classe ordinaire ont un meilleur accès au programme de formation. OK. Donc, plus de progrès possible dans les matières scolaires et plus de réussite, donc au niveau académique, surtout en littératie, en numératie, puis en communication. Ils ont également plus d'occasions de socialisation, d'engagement social dans la classe. Au contraire, en classe spécialisée, bien, on va avoir moins d'accès au programme de formation, moins de progrès dans les matières de base, puis également moins d'occasions de socialisation. Par contre, en classe spécialisée, on constate que ça permet de faire diminuer l'anxiété de l'élève. Ça lui permet aussi plus de ressources et de soutien. Donc, c'est comme si il y a légèrement un avantage bien-être potentiel dans la classe spécialisée, un avantage réussite, progrès, autoréalisation dans la classe ordinaire. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que les parents ou même les personnes autistes pensent de ce choix-là de la classe spéciale? On a un projet de recherche depuis les 3 dernières années que j'ai co-construit avec une maman d'un enfant autiste. Donc, c'est un financement du gouvernement des fonds de recherche du Québec qui veut favoriser la participation citoyenne à la recherche. Okay. Donc, on a un projet de recherche. Cette maman-là se questionnait sur est-ce que je devrais envoyer mon enfant à l'école, à la classe spécialisée ou à la classe ordinaire. Puis, tu sais, rapidement, on s'est rendu compte en tout cas, dans les types de recherches que moi je fais, on n'allait pas nécessairement répondre à cette question-là, mais on pouvait mieux comprendre les enjeux, puis mieux outiller les parents. Donc, j'ai fait différents, moi et Tania, ma collaboratrice, on a fait des focus group avec des personnes autistes, avec des parents d'un peu partout au Québec, justement pour mieux comprendre les enjeux pour eux. D'abord, la première chose qui ressort de manière importante, c'est vraiment l'impuissance qui est vécue par les parents, par les jeunes, en lien avec ce choix-là. Souvent, ils ont l'impression que ce choix-là, il est imposé par l'école. Et même quand on essaie de les impliquer dans le processus, ils n'ont pas les connaissances pour pouvoir faire un choix qui est réellement éclairé. Donc, un parent ne sait pas nécessairement qu'est-ce que c'est une classe spéciale ou une classe spécialisée. Il ne sait pas c'est quoi un enseignant en adaptation scolaire versus un enseignant du régulier. Il ne va pas nécessairement connaître la composition de la classe spécialisée. Est-ce que ça va être une classe avec juste des enfants autistes ou ça va être une classe plus de cheminement particulier ou est-ce qu'il va y avoir des enfants qui ont différents types de difficultés d'adaptation, d'apprentissage? Donc, pour eux, tout ça, c'est très difficile à comprendre pour pouvoir avoir une pleine participation dans le choix. L'autre chose qu'on constate au niveau des parents et des personnes autistes, un peu comme ce que Andrea vient de dire, c'est qu'ils ont vraiment l'impression d'être obligés de faire le choix entre le bien-être de leur enfant et sa réussite scolaire. Puis ça, c'est un peu déchirant pour des parents qui voudraient les deux pour leurs enfants, bien évidemment. Donc, ça fait quand même partie là, de leurs préoccupations qui sont importantes. Pour les personnes autistes, eux, plus particulièrement, ils abordent beaucoup la question de la socialisation. Ceux des amis en classe ordinaire, ceux qui ont été en classe ordinaire puis qu'on a ensuite dirigé vers des classes spécialisées ou qu'on envisage diriger vers des classes spécialisées, se sont fait des amis dans leur classe, sont inquiets de perdre leurs amis, sont inquiets de la stigmatisation, ils ont peur que les autres apprennent qu'ils s'en vont en classe spécialisée, alors que d'autres sont très contents aussi de ce choix-là parce qu'ils ont l'impression que ça va plus suivre leur rythme. Donc, tu sais, c'est très, très, très diversifié
les réactions. D'autres élèves, par exemple, vont dire qu'ils sont contents d'aller en classe spécialisée parce qu'ils trouvent qu'il y a plus d'ajustements en lien avec leurs apprentissages dans la classe, alors que d'autres, en classe spécialisée, trouvent qu'il n'y a pas tant d'ajustements finalement pour répondre à leurs besoins d'apprentissage. Donc, ça dépend vraiment. Au bout du compte, du point de vue des parents puis des personnes autistes, l'expérience scolaire, elle dépend beaucoup de l'enseignant dans la classe puis des intervenants dans le réseau scolaire, dans l'école, en fait. Les parents, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils voient des grandes différences dans les capacités de leurs enfants d'une année à l'autre. Donc, dans le fonctionnement de leur enfant. Donc, eux soulignent là, cette importance-là de l'enseignant qui est en classe en bout de ligne. Les enseignants semblent vraiment importants pour eux. Donc, au final, nous, ce qu'on retire un peu de ces éléments-là, c'est vraiment de dire que, finalement, on doit identifier les besoins des élèves puis avoir de la flexibilité pour répondre à ces besoins-là le plus possible sans nécessairement chercher à offrir une formule similaire pour tout le monde. Et est-ce qu'il y a des pistes de réflexion particulières qui devraient être explorées tant pour le personnel que pour les familles? Oui, il y a beaucoup de choix de pistes basées sur les recherches qui s'intéressent et à l'enseignement des élèves autistes, mais aussi au type de classe. Puis les pistes là, que je vais nommer, ça peut être bon autant en classe ordinaire qu'en classe spéciale. Donc, c'est pas nécessairement par rapport au lieu, mais bien à ce qu'on fait dans la classe. Alors, premièrement, il y a lieu de réfléchir à comment, justement, considérer la place des parents puis des jeunes eux-mêmes dans le processus. Parce que, justement, on vit beaucoup d'insatisfaction à ce niveau-là, l'impression d'être exclu du processus. Donc, comment redonner de l'information, soutenir l'accès à l'information pour les parents puis pour les jeunes eux-mêmes, qui puissent connaître les programmes, les ressources, connaître leurs droits aussi, leur redonner du pouvoir, de l'empowerment, pour qu'ils puissent comprendre, faire un choix, puis même être capable de porter ce choix-là auprès de l'école. Okay. Donc, il y a beaucoup de place à faire aux familles. Également, plus de proximité avec le personnel enseignant pour pouvoir parler à propos de l'enfant. Ça peut être le jeune qui parle pour lui-même, mais vraiment avoir un meilleur accès aux enseignants au secondaire. Le rapport est différent qu'au primaire parce que les enseignants ne connaissent pas nécessairement l'autisme, puis ne connaissent pas particulièrement l'enfant dont il est question. Alors, de pouvoir avoir un meilleur accès au personnel scolaire. Puis, il y a également encore cette tendance à la course au diagnostic pour avoir accès à des services. Alors, les familles aimeraient que ce soit plus fluide, facilitant, sans avoir un cumul de papiers qui nous donne finalement le droit à un service complémentaire à l'école. Ça, ce sont des pistes à explorer plus au niveau organisationnel. Du côté des études, des équipes pédagogiques, les études montrent vraiment les bienfaits de l'enseignement-apprentissage entre les élèves aussi. Okay. Donc, malgré les défis interactionnels des jeunes autistes, l'idée de pouvoir leur faire profiter de l'enseignement avec les pairs, ce serait profitable dans tout type de classe. Il y a également lieu de réfléchir au décloisonnement des classes. Donc, le co-enseignement, la co-intervention, pas seulement avoir tout ou rien, 100% à un endroit ou 0 à l'autre, donc décloisonner les milieux. Puis les orthopédagogues au secondaire ne sont pas utilisés, n'ont pas, dans le fond, leur tâche n'est pas la même qu'au primaire. Souvent, vont être davantage en consultation, en retrait, alors qu'elles ont vraiment une belle expertise là, en termes de pratique dans la classe. Donc, ce serait intéressant de bénéficier de cette nouvelle collaboration-là. Également, malheureusement, les personnes pivots d'une année à l'autre pour les élèves changent souvent. Ouais. Donc, un élève pourrait très bien s'attacher à son éducateur, son éducatrice, mais par comment c'est organisé, il doit changer d'éducateur-éducatrice l'année suivante. Alors que c'est nommé quand même dans la littérature scientifique que les personnes pivots à l'intérieur de l'école aident vraiment à la stabilité pour les élèves. Puis on revient quand même à la diminution de l'anxiété puis au bien-être. Finalement, au niveau de la formation du personnel enseignant, c'est sûr généralement qu'ils et elles puissent entendre parler plus de l'autisme, des pratiques inclusives en général, mais aussi que nos enseignants du secondaire deviennent plus à l'aise avec la différenciation pédagogique comme vue par le ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que pour eux, c'est encore difficile les adaptations et les modifications au programme. T'sais, dans la tête d'un enseignant de secondaire 5, si on dit « Ah, là, tu gardes la même planification, mais tu fais de la différenciation pédagogique pour que ton élève soit évalué comme le secondaire 3. » Le haut, ça demande une coche de plus de créativité, puis les enseignants ne se sentent pas nécessairement à l'aise dans cette différenciation-là, puis il y aurait lieu de travailler ça avec eux. OK. Donc, voilà beaucoup de pistes, puis encore une fois, ça peut être fait autant en classe ordinaire qu'en classe spécialisée. Oui, mais c'est des pistes vraiment intéressantes, assez concrètes aussi pour justement que les milieux scolaires puissent les appliquer.
J'aimerais qu'on termine peut-être avec la question qui est en fait le titre de cet épisode de balado. Quel est le type de classe, en fait, à prioriser pour les élèves autistes au secondaire? Bien, vu la grande diversité des élèves, la grande diversité des besoins, bien, on va dire c'est celle qui va le mieux répondre aux besoins puis aux visées pour l'élève, qui respecte ce qui est important pour lui. Pour certains, ben ça va être, même si il va être en échec scolaire, ça va être plus important de rester dans la classe ordinaire puis d'être avec ses amis puis de se dire, j'irai aux adultes après pour finir mon diplôme d'études secondaires. Pour d'autres, ça va être de dire, ben moi, j'aimerais mieux aller en classe spécialisée, mais je veux qu'on réponde vraiment à mes besoins. Pour certains, ce qu'on voit qui fonctionne vraiment bien, c'est aussi d'être le plus flexible possible dans ces deux formules-là. Donc, d'avoir un hybride un peu où est-ce que soit on est dans une classe ordinaire avec une classe ressources pour les matières qui sont plus difficiles, ou dans une classe spécialisée avec une intégration en classe ordinaire le plus fréquemment possible. Donc, c'est vraiment, dans les recherches qu'on voit, c'est ceux qui bénéficient du soutien le plus créatif puis le plus flexible qui semblent avoir la meilleure expérience scolaire en général. Merci beaucoup pour toutes vos réponses très pertinentes. C'était vraiment intéressant, tout ça. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Et à nos auditeurs, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Puis, je vous suggère de rester à l'affût de nos réseaux sociaux parce que c'est là qu'on affiche la sortie des nouveaux épisodes. À bientôt! Ce balado est une production de l'unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs, ainsi que l'Université Laval. Nous remercions aussi les productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.